Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Si je vous dis comédie romantique, zombies et cornetto, vous allez me dire d'arrêter la drogue, et vous avez raison. Drug is bad, kids. Mais là, dans le contexte, je veux bien sûr parler du premier volet de la trilogie Cornetto, à savoir Shaun of the Dead. C'est parti. Shaun of the Dead est le deuxième premier film du réalisateur britannique Edgar Wright. J'éclaircirai le point du deuxième premier film un peu plus tard. Né en avril 1974 au Royaume-Uni, Edgar Wright se découvre une passion pour le cinéma dès l'enfance grâce à des parents professeurs d'art et eux-mêmes cinéphiles. Plutôt que de payer une babysitter, monsieur et madame Wright avaient en effet pour habitude de laisser Edgar au cinéma, lui permettant de découvrir de nombreux films en compagnie de son frère Oscar. Ouais, ses parents étaient très branchés art. Très jeune, Wright manifeste un intérêt pour la création, et s'il se voit bien devenir illustrateur de comics ou animateur, tout bascule lorsqu'il tombe sur un épisode de The Incredibly Strange Film Show, une série documentaire anglaise dédiée aux réalisateurs de films de série B. L'épisode en question est centré sur Sam Raimi qui, à seulement 19 ans, a réalisé le film d'horreur Evil Dead en dehors du système hollywoodien. Extrêmement impressionné par Raimi, Wright, qui a alors 14 ans, sait désormais ce qu'il veut faire de sa vie, il veut devenir réalisateur. Edgar Wright et l'actrice Robin Wright n'ont absolument aucun lien familial. Comme tous les apprentis cinéastes, Wright se lance donc dans la mise en scène de courts-métrages amateurs avec ses amis, équipés d'une caméra Super 8 offerte par ses parents. Il entend ensuite parler d'un concours vidéo organisé par l'émission de télé Going Live en collaboration avec l'association caritative Comic Relief. Le sujet, créer une vidéo dédiée à une cause défendue par l'association. Le prix, une caméra de haute qualité, bien au-dessus de ses moyens. Wright relève le défi et réalise un court-métrage en animation stop motion sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder aux salles de cinéma. Et il gagne. Ce qui lui vaut d'ailleurs son premier passage télé. Avec cette caméra, Wright s'amuse comme jamais, tournant des films amateurs de plus en plus ambitieux. Enfin, en 95, à 21 ans, il décide de suivre les traces de Sam Raimi en faisant son Evil Dead. Le résultat, A Fistful of Fingers, parodie de western tournée en 21 jours avec 11 000 livres de budget. L'expérience s'avère formatrice, mais peu concluante pour Wright qui n'est pas parvenu à matérialiser sa vision telle qu'il l'espérait. Il réalise alors qu'il n'est pas Sam Raimi et qu'il doit tracer sa propre route qui va passer par la télévision. Le film permet en effet à Wright de faire ses premiers pas à la télé, à la BBC et sur Paramount Comedy Channel, où il signe notamment quelques épisodes de la série Asylum. Là, il fait la connaissance du comédien Simon Pegg, qui fera appel à lui en 98 pour l'aider à développer sa série Comic Spaced qu'il coécrit avec Jessica Stevenson. C'est le coup de foudre artistique entre les deux hommes, et Wright réalisera chacun des épisodes des 2 saisons de la série Geek qui devient petit à petit un phénomène culte en Angleterre. Pour Wright, c'est une opportunité rêvée, et Spaced constituera l'expérience la plus formatrice de sa courte carrière, lui permettant d'expérimenter toutes sortes d'idées, d'affiner son style visuel, bref, d'exprimer son inventivité dans la liberté la plus totale. La série lui permet également de rencontrer ceux qui deviendront ses plus proches collaborateurs dans les années à venir, à savoir les comédiens Simon Pegg et son meilleur ami Nick Frost et la productrice Naira Park. Néanmoins, l'idée du long métrage ne le quitte pas, et c'est en 99, lors du dernier jour de tournage de la saison 1, qu'une idée germe dans sa tête. Ce jour-là, il tourne une séquence en forme d'hommage au jeu vidéo Resident Evil, où Tim, le personnage interprété par Simon Pegg, s'imagine faire face à une invasion de zombies. Une fois la scène en boîte, alors que Wright et Pegg prennent la route direction la fête de fin de tournage, Wright déclare alors à son ami qu'il devrait se lancer et tourner un vrai film de zombies. L'idée est accueillie avec enthousiasme par Simon Pegg, et les deux hommes se mettent à l'écriture en 2001 après avoir tourné la seconde saison de Spaced. Grandement inspiré par les films de George Romero, le maître du film de zombies, Wright et Pegg décident cependant de ne pas adopter la même approche sérieuse que ce dernier, ni de tomber dans la parodie gore à la manière du Brain Dead de Peter Jackson ou du fameux Evil Dead de Sam Raimi. Ce qu'ils souhaitent en réalité, c'est se démarquer en proposant quelque chose d'inédit au sein du genre. Après moult réflexions, ils trouvent enfin la bonne approche. Shaun of the Dead sera une comédie romantique avec des zombies. Ça pourrait être inédit. Motivés à l'idée de remettre les zombies au premier plan dans le paysage cinématographique, les deux hommes déchantent néanmoins rapidement quand ils apprennent que leur compatriote Danny Boyle est justement en train de tourner 28 jours plus tard. C'est ballot. Une fois le script prêt, Wright et Pegg se mettent en quête d'une boîte de production. Et c'est la grosse galère. Dans un premier temps, Film 4 Productions se montre intéressé par le pitch du film, mais de gros problèmes financiers finissent par avoir raison du projet, obligeant Wright et Pegg à aller voir ailleurs. Malheureusement, chaque entretien finit par un refus, mais il s'accroche. Wright va même jusqu'à refuser des projets à la télévision pour ne pas risquer de retarder indéfiniment Shaun of the Dead. Et enfin, Working Title accepte de financer le film à hauteur de 4 millions de livres. Après avoir sabré le champagne, la production démarre, et Wright se fait la promesse de mettre à profit toute l'expérience acquise lors de ses années à la télé pour faire le meilleur film possible. A Fistful of Fingers n'était qu'un faux départ. Shaun of the Dead sera une seconde chance pour lui, et constituera son vrai premier film. D'où le second premier film. La pré-production est donc lancée et le casting prend forme autour de Simon Pegg et Nick Frost dans les rôles principaux. Ils sont rejoints par Kate Ashfield, Dylan Moran, Lucy Davis, Penelope Wilton et le génial Bill Nighy. Qui est Bill Nighy ? Si vous regardez un film anglais, il sera dedans. Edgar Wright fait alors appel à son frère Oscar, devenu illustrateur, pour l'aider à concevoir le storyboard de l'intégralité du film, histoire d'être préparé au maximum.
Le reste de la pré-production est dédié aux essais maquillage des zombies et aux répétitions des acteurs, ce qui leur permettra d'être fin prêt le jour J. Le tournage commence finalement en mai 2003, alternant entre les studios Ealing et la banlieue londonienne. S'il s'agit du lieu anti-cinématographique par excellence, plutôt réservé au soap opéra, cet aspect neutre et presque ennuyeux s'avère en réalité parfait pour le film, censé dépeindre une invasion de zombies au sein d'un cadre banal et quotidien. Le but, c'était de représenter la classe moyenne, là où le cinéma anglais s'intéresse généralement plutôt soit au quartier chic, soit au quartier malfamé. Un autre aspect du film qui pourrait lui permettre de se démarquer des productions de l'époque. Ayant appris de ses erreurs sur A Fistful of Fingers, Wright demande à ce que le tournage de Shaun dure 8 semaines au lieu des 5 initialement prévus. Il aura ainsi plus de temps pour travailler sa mise en scène, mais ça ne sera pas sans conséquence sur le budget serré. La production décide donc de faire appel à des amis ou des fans de Spaced pour incarner les zombies bénévolement, ce qui permet de faire des économies importantes sans faire de sacrifices sur quelconque aspect du film. Après 9 semaines de tournage et une post-production de plusieurs mois, le film sort en salle le 9 avril 2004 en Angleterre. Il y est accueilli à bras ouverts par la critique et le public, rapportant plus d'1 million de livres lors de son premier week-end d'exploitation. Les critiques dithyrambiques et le succès commercial du film poussent carrément les distributeurs américains à le sortir en salle aux États-Unis, alors qu'il était initialement prévu de le sortir directement en DVD sur ce territoire. Une belle initiative, car Shaun of the Dead rapportera en tout 30 millions de livres sur ses 4 millions de budget. En quelques semaines, le film devient un phénomène. Tarantino l'adore, Stephen King le recommande, et George Romero est tellement emballé qu'il invite Wright et Pegg à venir jouer les zombies sur son film Land of the Dead. Bref, Shaun of the Dead, c'est ce qu'on pourrait appeler un joli succès. Suite au succès du film, un journaliste interroge Simon Pegg, lui demandant s'il compte s'expatrier pour conquérir Hollywood. Sur le ton de l'humour, Pegg répond « C'est pas comme si j'allais jouer dans Mission Impossible 3 ». Un an plus tard, J.J. Abrams le contacte pour lui offrir un rôle dans Mission Impossible 3, et il est désormais une des figures majeures de la saga. C'est complètement ouf, non ? Le film raconte l'histoire de Shaun, 29 ans, vendeur en électronique sans ambition qui semble se satisfaire de son quotidien morne et insipide. Cependant, la routine n'est pas du goût de sa copine Liz, qui demande à Shaun de se reprendre en main pour le bien de leur relation. Malheureusement, Shaun commet l'erreur de trop et se fait plaquer par Liz. Après une soirée bien arrosée au Winchester avec son meilleur ami et colocataire Ed, Shaun se réveille avec une méchante gueule de bois. Le cornetto fraise est le remède personnel d'Edgar Wright contre la gueule de bois. À tester. Mais les deux amis finissent par constater que la gueule de bois n'est pas la pire chose qui les attend en cette journée, des zombies ont en effet envahi la banlieue londonienne. Shaun va alors être amené à faire ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps, prendre les choses en main. Du coup oui, Shaun of the Dead, c'est génial, et voilà pourquoi. Bon déjà, Edgar Wright. C'est son premier long métrage? Oui, on va partir du principe que c'est son premier. C'est son premier long métrage donc, et il fait une entrée explosive dans le monde du cinéma en imposant son style. Du coup, Edgar Wright, c'est quoi? Ben, Edgar Wright, c'est ça. Parmi les signatures visuelles du bonhomme, on trouve ces enchaînements de gros plans extrêmement dynamiques, généralement utilisés comme transition. Habituellement plutôt réservé au cinéma d'action, dans Shaun of the Dead, Wright prend cette mode à contre-pied et illustre des actions très banales à travers ses montages. Shaun se prépare son petit-déj, Shaun appelle un restaurant pour réserver une table, ce n'est qu'à la fin du film qu'on aura finalement droit au gros plan classique de film d'action, quand Shaun s'apprête à utiliser le fusil. De manière générale, Wright est friand de mouvements de caméra dynamiques et ultra millimétrés, donnant au film une énergie, un rythme, bref, une certaine musicalité, ce qui est vraiment jouissif. En parlant de musique d'ailleurs, Edgar Wright, c'est aussi ça. Okay, John, it's time at the bar. Wright est un pur mélomane, et la musique tient une place essentielle dans toute sa filmographie. Ce que Wright aime par-dessus tout, c'est que l'action qu'il filme soit parfaitement synchronisée avec la musique. En résulte cette séquence complètement déjantée où les personnages attaquent un zombie en rythme sur Don't Stop Me Now de Queen. L'aspect musical du film se rapproche d'ailleurs plus d'une compilation de morceaux que d'une véritable BO, les musiques originales se faisant plutôt discrètes. Une façon de faire qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de Quentin Tarantino. Autre point commun avec Tarantino d'ailleurs, les multiples références à la pop culture, et particulièrement au cinéma, qui émaille le film. Dans Shaun of the Dead, on trouvera principalement des références au cinéma de George Romero, à commencer par le titre même du film, référence évidente à Dawn of the Dead, et via certaines répliques. We're coming to get you, Barbara. They're coming to get you, Barbara. On notera aussi des références à Evil Dead, notamment quand Shaun mentionne un certain H au début du film, qui est le nom du personnage central de la saga de Sam Raimi. Bref, le film est rempli à ras-bord de ces références pop, certaines évidentes et d'autres beaucoup plus subtiles. Enfin, le dernier point qu'on pourra souligner comme faisant partie intégrante du style de Wright, c'est le mélange des genres. Ici, la comédie romantique flirte avec le film de zombies comme prévu, et cette approche est extrêmement casse-gueule. Le résultat aurait pu être complètement loupé, mais ce n'est pas le cas, car tout est parfaitement équilibré. Déjà, l'humour est bien dosé.
Jamais lourd ou forcé, il découle naturellement du décalage entre les réactions des personnages ordinaires face à cette situation totalement extraordinaire. Par exemple, la première fois que Shaun et Ed font face à un zombie, ils croient qu'il s'agit simplement d'une personne complètement bourrée. Ce qui va être à l'origine d'une scène tout à fait cocasse et saugrenue. Bref, Shaun of the Dead, c'est pas la comédie lourdingue. C'est déjanté, certes, mais pas que. Et ça, on le doit à Wright et Pegg, qui sont parvenus à créer des personnages vraiment bien écrits et qui évoluent réellement à travers le récit. Ils ne sont jamais au second plan derrière les zombies et l'humour, non, le film est avant tout focalisé sur eux, ce qui fait qu'on se sent impliqué émotionnellement, contrairement à bien des comédies où rien ne semble avoir de véritables conséquences. Bref, si l'humour de Shaun of the Dead fonctionne, ça ne se fait jamais au détriment de l'histoire. Ce n'est pas une parodie, et les zombies représentent une véritable menace, ce qui fait que les enjeux dramatiques sont bien réels. Ainsi, derrière son apparence de comédie déjantée, Shaun of the Dead raconte une histoire bien plus profonde que ce à quoi on pourrait s'attendre au premier abord. Attention, ça va spoiler. Le thème principal de Shaun of the Dead, c'est le passage à l'âge adulte. Au début du film, Shaun est un raté qui semble avoir perdu le contrôle de sa vie, totalement anesthésié par sa routine sans intérêt. Il semble incapable de se reprendre en main, et son colocataire et meilleur ami Ed, véritable boulet immature, ne fait rien pour arranger les choses. Au contraire, il a plutôt tendance à le tirer vers le bas. La relation entre Shaun et Ed est fortement inspirée de l'amitié entre Simon Pegg et Nick Frost, qui ont été colocataires pendant de nombreuses années. Comme quoi... Pour faire simple, Shaun est passé en pilotage automatique. Il est dans sa bulle et ne fait même plus attention au monde qui l'entoure. Et pour souligner cet état de fait via la mise en scène, Wright fait en sorte que tous les événements importants préfigurant l'invasion de zombies se déroulent en arrière-plan. Ainsi, Shaun ne les remarque quasiment pas, bien trop occupé à suivre le cheminement habituel et sans saveur de sa journée. Shaun subit sa vie, il n'en est pas le moteur. Le film est donc articulé autour d'une série d'épreuves pour Shaun. Tout commence par l'événement qui va tout remettre en cause, sa rupture avec Liz. Suite à ce coup dur, le lendemain, l'invasion commence. Si Shaun semble au premier abord peu apte à gérer une telle situation, il va petit à petit trouver en lui la force nécessaire pour y faire face. Il va donc commencer par se fixer un objectif, à savoir aller chercher sa mère et Liz pour les emmener dans un lieu sûr, le pub Winchester. Lieu culturel britannique par excellence. Sa première épreuve du passage à l'âge adulte consistera ainsi à faire face à son beau-père Philip, incarné par Bill Nighy, avec lequel il semble entretenir une relation conflictuelle depuis l'adolescence. Sachant que Philip s'est fait mordre par un zombie et qu'il n'est donc plus qu'une question de temps avant que ce dernier ne se transforme, Shaun se donne pour objectif de l'achever, ce qu'il s'imagine faire avec plaisir. En gros, Shaun souffre du complexe d'Oedipe. Shaun est en effet extrêmement attaché à sa mère. En fait, il l'aime autant qu'il déteste son beau-père. Mais cette relation est toxique car elle l'empêche d'avancer, notamment dans sa vie amoureuse avec Liz. Au final, achever son beau-père s'avérera plus compliqué que prévu, et leur dernier moment partagé sera exactement l'inverse d'un acte de haine. Philip profite en effet de son dernier souffle pour faire à Shaun une déclaration qui va tout remettre en cause. Il lui affirme en effet qu'il a en lui toutes les qualités nécessaires pour devenir un homme bien et réussir sa vie, mais que, selon Philip, suite à la mort de son père, il a manqué d'une figure paternelle. Cette figure paternelle aurait pu être Philip, mais Shaun n'a jamais voulu le considérer en tant que tel, ce qui peut expliquer pourquoi il a perdu le contrôle de sa vie dans un premier temps. Ayant refusé la présence du seul modèle qui aurait pu l'aider à suivre le bon chemin, il a préféré s'attacher à Ed, le loser sans emploi à côté duquel il passe pour un homme ayant réussi sa vie. Donc, complexe d'Oedipe, face à face avec le beau-père, prise de conscience. La deuxième épreuve de Shaun concernera donc Ed. Contrairement à ce qu'il croyait, l'ennemi n'était pas son beau-père Philip, non, c'était son meilleur ami. Et quand ce dernier dépasse les bornes en répondant à un appel téléphonique alors qu'ils sont entourés de zombies, stratégiquement c'est pas forcément la chose à faire. Shaun met enfin les choses au clair avec Ed en vidant son sac, lui permettant ainsi de se détacher de son emprise néfaste et de gagner en maturité. Après il a peut-être pas choisi le meilleur moment pour le faire, mais bon, fallait que ça sorte. Enfin, dernière épreuve et pas des moindres, Shaun est obligé d'achever sa propre mère, qui vient de se transformer en zombie. Le symbole d'émancipation est extrêmement fort. En coupant le cordon de la sorte, Shaun devient finalement un adulte. Ne faites pas ça chez vous. Y a d'autres moyens de devenir adulte. La scène est clairement le point culminant du film qui supporte extrêmement bien cette rupture de ton, passant avec aisance de la comédie au drame, et ce grâce à l'écriture millimétrée de Wright et Pegg et aux performances parfaites de tout le casting. Comme je l'ai dit plus tôt, Wright mélange les genres avec beaucoup de maestria. Ainsi, il aura fallu cette invasion de zombies pour que Shaun se rende compte qu'il était lui-même un zombie dans son quotidien. Et une fois que l'invasion débute, Shaun redevient humain en prenant petit à petit le contrôle de la situation. Et on remarque cette évolution via des jeux de miroir entre différentes séquences, dont certains peuvent paraître insignifiants, mais sont au contraire extrêmement symboliques. Dans ce genre, on a par exemple le moment du prologue où Shaun se ressent un paquet de bouffe en pleine tronche. Shaun, contrairement à la fin du film où il en saisit un au vol, soulignant ainsi à quel point il est devenu maître de la situation. Autre exemple, au début du film, Shaun fait un briefing à son équipe sur son lieu de travail, mais incapable d'aligner 3 mots sans bafouiller ou de se faire respecter par les employés, le résultat est pitoyable. À la fin du film par contre, il se lance de nouveau dans un briefing au sein du Winchester, où il s'en tire avec les honneurs. Bref, Shaun au final, il gère sa race. Et donc, à la toute fin du film, Shaun est parvenu à reconquérir Liz et est enfin devenu adulte. Vraiment ?
Suite au climax dans le Winchester, Liz et Sean sont les seuls survivants, Ed s'étant malheureusement fait mordre. Mais ce qu'on apprend lors de la dernière scène, c'est que Sean est parvenu à récupérer un Ed zombifié qu'il cache dans la remise et avec lequel il joue à la console, comme au bon vieux temps. Du coup, Sean a-t-il vraiment changé? La présence de Ed pourrait effectivement tout remettre en question, mais personnellement, voilà comment je l'interprète. Sean est bel et bien devenu un adulte, il a bel et bien évolué et pris en maturité, mais cela ne veut pas dire qu'il doit complètement tirer un trait sur son passé ou ce qui fait sa personnalité. Grandir, oui, se trahir, non. Shaun of the Dead est donc une réussite totale. Son humour noir fait mouche, ses acteurs sont tous excellents, son écriture est millimétrée, et la mise en scène de Wright, c'est la cerise sur le gâteau. Bref, le film est d'une richesse folle, et chaque scène recèle son lot de surprises qu'on ne découvre parfois qu'au bout de plusieurs visionnages. Par exemple, à la fin de l'acte 1, Ed prédit absolument tous les événements qui vont se produire dans le reste du film. Now seriously, Mary, I'm warning you. I'm a bite of the king's head. Stagger back him. Sans déconner, si ça c'est pas du génie. Sans oublier la fameuse réplique de Pete, l'autre colocataire de Sean. C'est ce qu'on appelle du foreshadowing. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la toute fin du film on peut apercevoir un rapide caméo de Chris Martin et Johnny Buckland, respectivement chanteur et guitariste du groupe Coldplay. Incroyable, non? Pegg et Wright s'approprient donc le genre zombie avec succès en y apportant leur touche personnelle et sans trahir leur British attitude qui tiendra une place particulière dans les 3 films de la saga. La saga? Si l'idée d'une suite avec le personnage de Sean n'est absolument pas envisagée sérieusement par Wright et Pegg, étant donné que le film dispose d'une véritable conclusion, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas d'autres idées en tête pour une suite spirituelle. Ah. Merci à tous d'avoir regardé cette première partie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!